Du coup, l'enregistrement. Bon. Donc, merci à vous d'avoir accepté de participer à cette audition, donc organisée par le groupe parlementaire de la France Insoumise dans le cadre de notre commission d'enquête. Nous sommes vraiment très contents de pouvoir vous entendre sur la situation de la gestion de la crise aujourd'hui en Guadeloupe. Je laisse la parole à Patrice Guyot qui va se présenter et nous faire un petit point. Ensuite, vous pourrez compléter, les autres intervenants se présenteront et pourront compléter. À vous, M. Guyot. Oui, alors Patrice Guyot, moi je suis secrétaire général de FO au CHU de Pointe-à-Pitre et en parallèle, je suis technicien en radiothérapie. Voilà, alors je vais juste commencer par rapport au Covid. En fait, il y a une différence entre l'apparition du Covid en Guadeloupe et puis en métropole. On avait 15 jours de différence, ce qui a été un avantage par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement. Cependant, j'estime que le gouvernement, à mon avis, a tardé à nous confiner et à confiner même en métropole. Ils étaient au courant depuis le mois de décembre. Lorsque l'Italie a commencé à avoir ces cas très graves, ils n'ont pas pris les mesures et pour moi, il y a un retard au moins de 15 jours. Si le confinement avait été pris avant, je pense qu'en Guadeloupe, on aurait eu encore beaucoup moins de cas et justement, il n'y aurait peut-être pas eu les clusters parce que justement, on aurait empêché les bateaux de croisière d'arriver, on aurait empêché les vols comme ça s'est fait après. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y avait un délai qui était trop tard. Donc, cependant, bon, après les mesures, lorsqu'on a vu que les mesures du gouvernement ont été prises et qu'on a vu les images en métropole, on a eu un peu peur, on était inquiets parce que quand on voyait comment ça se passait, il manquait des masques, il manquait des surblouses, tout ça. Ça crée une inquiétude quand même assez importante au niveau du CHU. Après, la gestion après, les décisions du gouvernement ont été prises et ont été prises au niveau du CHU et globalement, on va dire que ça s'est mal passé, on n'a pas été débordé du fait justement qu'il n'y avait pas beaucoup de cas. On est monté à 13 cas en réanimation, des personnes avec beaucoup de personnes qui avaient déjà des pathologies importantes. Et sur les 13 personnes qui étaient en réanimation, je crois qu'il y en a eu 10 de décédés, mais avec de la comorbidité importante, quoi. Donc, voilà, donc c'est pas, et il y a eu deux personnes qui sont décédées du Covid-19. Actuellement, il y a 155 cas PCR répertoriés. Et pour 103 personnes de guéries, donc il reste 3 personnes en réanimation et à peu près, donc ça veut dire qu'on va avoir à peu près une cinquantaine de personnes qui doivent être confinées chez eux, puisqu'en médecine, il n'y a plus personne. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe actuellement au CHU, c'est comment ça a été géré. Après, notre ressenti, je vais passer un peu la parole aussi à ma collègue, qui va vous donner aussi qui va donner d'autres façons de voir les choses. Je te laisse. Je peux parler ? Mais je reprendrai la parole après. Oui, bonjour. Bonjour, Nadir Parel, donc représentant santé et aussi représentant des cadres administratifs sur le département de la Guadeloupe. J'ajouterai sur les décisions gouvernementales et l'impact sur notre archipel, mais aussi sur le personnel soignant. Et là, sur les dernières décisions qui ont été prises, notamment la prime et notamment les médailles, ça, c'est vraiment ridicule. C'est pas ce qu'attend le personnel soignant. Le personnel soignant attend, et ça, c'est le syndicat FO qui le revendique encore et depuis longtemps et des semaines, c'est une reconnaissance de la carrière de l'agent. C'est pas 500 € qui vont nous aider, qui vont nous motiver, qui vont faire que le personnel sera remercié. C'est pas une médaille qui fait qu'on va pouvoir prendre en charge nos patients. Il faut vraiment qu'il y ait d'autres décisions qui soient prises et je pense qu'on en parlera plus tard. Après, je peux ajouter qu'au niveau local, on a des points positifs comme un travail ARS préfet qui a été très étroit.
ans, hein, on les voit à la télé en permanence. Bon, avec évidemment ses avantages et ses inconvénients, puisque le préfet se montre sans masque, et ça froisse toujours un peu la population. Il y a eu une inquiétude sur l'archipel par rapport au manque de masques, surtout au début. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, certes, il y a des masques, mais il y a aussi tout un circuit de masques en tissu qui sont fabriqués par nos couturières au niveau local et au Nord en plus. Donc ça, on sait que ça fonctionne bien. Mais on a aussi, et ça c'est ce qui inquiète toute la population, y compris le personnel soignant, c'est le manque d'eau, puisque ça c'est crucial. Comment respecter les gestes barrières si on n'a pas d'eau? Comment le personnel soignant qui rentre à domicile ne peut pas prendre sa douche, donc voilà, limiter les risques. Bon, on sait que le préfet a repris la gestion du dossier sur l'eau, donc on est unique comme département, puisque ce n'est pas le rôle de l'État que de gérer l'eau. Donc on attend beaucoup de ces décisions et de ces pouvoirs pour voir quelle sera l'amélioration et l'apport d'eau au robinet au quotidien. Après, il y a eu quelques décisions de l'État qui n'ont pas été comprises et qui impactent sur le moral et des Guadeloupéens, mais aussi des soignants. C'est l'accès aux plages, parce qu'en Bretagne, ils ont accès aux plages et pas nous. Donc, bon, c'est plutôt frustrant. On ne comprend pas. On ne comprend pas vraiment cette décision. Il faut savoir que les plages et rivières ici, on l'appelle l'île aux belles eaux, c'est pas pour rien. Et c'est indispensable. C'est pas un seul loisir, c'est aussi thermal. On a des constats. Hein. On a eu un suicide d'un collègue d'un autre établissement ce week-end. On n'en a pas encore parlé dans la presse. Donc il y a vraiment un impact psychologique qui est vraiment énorme. On ne le mesure pas encore, nous, au CHU. En tout cas, on va demander aux collègues de Mme Marathon si elle a des infos là-dessus. Mais il existe. Il existe et il faut vraiment que ce déconfinement se fasse évidemment par étapes, parce qu'on a toujours un risque. Mais il faut vraiment prendre en compte ce risque psychologique chez nous. Vous nous demandez quelles étaient aussi les décisions qu'on pourrait proposer. Franchement, sur l'île, il faudrait une réouverture des services publics parce que il n'y a pas de réponse sans se déplacer. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de dématérialisation, il n'y a pas de réponse au téléphone. Donc il faut vraiment que ça se mette en place ici en Guadeloupe pour qu'on puisse continuer à fonctionner. Il faut que les impôts, les mairies, la CAF, la Sécu répondent aux demandes des usagers parce que ça crée des souffrances, parce que ça crée des problèmes graves, quoi. On ne peut pas accéder à certains documents qui sont indispensables dans notre quotidien. Et ça, c'est quand même vraiment très gênant. Il faut que vous sachiez, enfin, je pense que vous le savez, mais nos écoles n'ont pas rouvert sur l'île, sauf pour 3 communes. Nous, personnellement, enfin moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on n'a pas les moyens. L'impact financier serait tellement énorme, l'investissement, proportionnellement au nombre de jours d'école qu'auront les enfants. Ça valait vraiment pas la peine. Et oui, on se prépare du coup pour la rentrée de septembre. Et il faut rajouter quand même que les écoles sont restées ouvertes pour les enfants des personnels soignants, les pompiers, gendarmes. Et ça, c'était vraiment une bonne chose et il faut vraiment que ça continue parce qu'on travaille et on ne peut pas garder nos enfants. Donc voilà ce que je voulais moi ajouter. Ouais. Au-delà de la Guadeloupe, On a fermé les industries qui fabriquaient des masques, on a fermé les industries qui produisaient des médicaments. Je vois ceux qui produisaient les Doliprane, mais ils n'en pouvaient plus. Je ne comprends pas qu'on ait pu arriver à ce stade d'être aussi dépendant de la Chine. Il y a 28 pays en Europe, je ne comprends pas qu'avec les 28 pays, on ne puisse pas être autonome au niveau de la santé. Même sans parler de l'Europe, même de la France, parce qu'on est capable d'avoir des industries pharmaceutiques pour produire des médicaments, on est capable d'avoir des industries pour faire des masques, et on est dépendant complètement de la Chine, mais ça c'est une catastrophe, et ça je comprends pas. Je sais que c'est une politique qui a été depuis 30 ans qui s'est mise en place au fur et à mesure, on est devenu dépendant de ce pays, mais là il faut arrêter, quoi. Il faut qu'ils arrêtent tout. Et que en fait, on commence à produire nous-mêmes ou avec l'Europe, si c'est pas possible financièrement. Mais ça, c'est un sentiment. Moi, je pense que je suis pas le seul à le partager.
toute la presse en parle en permanence tous les jours, et actuellement encore, et je crois que là, il faut qu'ils prennent vraiment des mesures dans ce sens, des mesures pour la santé, pour notre outil de production de la santé, et des mesures pour le personnel de santé. Parce que quand vous voyez que les infirmières sont payées 500 € en dessous de la moyenne de l'OCDE, que les infirmières sont payées moins qu'en Espagne, moins qu'en Allemagne, là, il y a vraiment un problème au niveau des salaires et au niveau de la reconnaissance, de la considération, mais aussi au niveau de l'attractivité de la profession. Comment voulez-vous qu'un étudiant il va y aller faire une école d'infirmière si on lui dit qu'en sortant, il va gagner 300 € de plus que le SMIC? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne sert à rien de faire, avoir son bac et aller faire 3 années ou 4 années d'études pour gagner une misère, quoi. Là, franchement, il y a quelque chose à faire. Et bon, moi, je ne suis pas le seul. Il a été interpellé l'autre jour, Macron, par une infirmière qui travaillait depuis 18 ans, qui touchait 2100 €. Ce n'est pas normal, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est mon coup de gueule. Voilà. Bon, on a tout dit. Voilà. Oui, on ne vous entend pas. Alors, on vous écoute du coup? Bien, bonjour, je vous prie de m'excuser par rapport à ma voix, mais je suis un peu enrhumée, comme on dit. Donc, vous m'excusez, ça sera une voix assez grave. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, l'UTS, je me présente, Claudine Marathon, je suis la secrétaire générale de l'Union des travailleurs de la santé. Donc, nous brassons tout ce qui est santé, établissement public, privé, pharmacie, etc., etc. Donc, pour nous, cette gestion de crise, comme tous les constats qui ont déjà été faits, ça a été une gestion vraiment catastrophique. Parce que pour nous, moi, je vous donne en tout cas la démarche que notre organisation, en tout cas syndicale, a faite tout au long de cette gestion de crise pour la Guadeloupe. Donc, je ne prends pas mise à part de tout ce qu'on a vu, comment ça a été traité en France. On ne va pas revenir là-dessus parce que vous-même aussi, vous l'avez dénoncé. Donc, pour nous, je vous donne vraiment le point de ce que nous, en Guadeloupe, nous avons vécu. Nous, dès le 27 février, à partir du moment qu'on a entendu un premier pays européen touché par les cas de Covid, l'Italie, nous avons écrit le 27 février l'ARS, le directeur du CHU, qu'on a mis en copie, pour leur demander de faire le nécessaire concernant des contrôles du port et aéroport, parce que nous savons que nous étions en pleine saison touristique, que les navigants, en tout cas les personnes qui sortent d'Europe, qui passent par l'aéroport Paul Caraïbes pour aller sur les bateaux de croisière. Donc, on connaît d'où vient, justement, il y a une population italienne qui passe par Paul Caraïbes, italien, belge, allemand. Donc, pour nous, c'était, dès que l'Italie a été touchée, pour nous, c'était important de faire ce contrôle-là au port et à l'aéroport. Ce courrier a été envoyé à l'ARS le 27 février, mais on n'a pas reçu de réponse. Donc, suite à ça, on a entendu de voix. Après, les cas sont apparus en France. Donc, nous avons écrit de nouveau notre organisation par le secrétaire général, M. Domota, qui a écrit au préfet pour leur dire, voilà, maintenant que la France est touchée par cette épidémie, on redemande encore, c'est nouveau, de faire les contrôles et de voir ce qu'il en est par rapport au port et à l'aéroport. Bon, toujours lettre morte. Donc, au mois de mars, après le 17 mars, quand ils ont décidé de faire le confinement, même en même temps que la France, nous avons continué à écrire. Nous avons demandé un référé au tribunal, comme vous l'avez, pour qu'on puisse obliger l'ARS et le CHU de nous dire quels sont les matériels de protection, quels sont les médicaments qu'ils possèdent, tout en sachant qu'on avait encore très peu d'éléments. Et surtout, on s'est basé sur ce que nous savons de notre CHU, étant donné que le CHU était la première ligne qui allait recevoir les patients Covid. Donc, nous dire combien de lits qui avait de REIA qui est préparé au cas où la situation s'aggrave pour la Guadeloupe. Combien de lits, combien de respirateurs que nous possédons, parce que nous rappelons que pour justement les respirateurs, depuis la grève qu'il y a eu pendant 2 mois, en 2019, juillet et août 2019, au CHU,
justement, le personnel des urgences, le personnel de REA réclamait des respirateurs. Donc, jusqu'à maintenant, la commande qui avait soi-disant été passée n'était toujours pas arrivée, hein, au mois de mars 2020. Donc, après, on a appris que les fameux respirateurs qui sont arrivés ne répondaient pas aux normes pour la réanimation. Donc, ça aussi, il faudra qu'on nous dise comment ça se fait, parce que, étant donné si vous avez commandé des respirateurs pour l'AREA et vous avez reçu que des respirateurs qui servent à à transférer des patients. Donc, ça aussi, il faut qu'on nous explique pourquoi cette situation. Donc, voilà, on a fait tout un ensemble de processus. Donc, nous avons été au tribunal administratif pour obliger. Nous savons que le tribunal administratif, par la suite, a ordonné, qui nous a donné raison de notre requête. Ensuite, on sait que cette ordonnance a été contestée par l'ARS et le CHU au niveau du Conseil d'État le 3 avril. Donc, ils ont fourni des éléments qu'ils ne nous ont pas donnés lors de l'audience au tribunal administratif qui s'est passée le 28 mars. Donc, lors de celui du Conseil d'État, ils ont dit qu'ils ont des éléments, ils ont commandé, etc. Ils ont donné des preuves, soi-disant, de leur bonne foi, qu'ils avaient fait le nécessaire pour la protection de la population de Guadeloupe. Donc, c'est tout naturellement, suite à la décision du Conseil d'État simplement d'annuler l'article 2, parce que dans l'ordonnance que le tribunal administratif a fait, l'article 2 disait simplement pour la commande des tests, des médicaments comme la chloroquine, justement, comme l'azithromycine. Donc, c'était ce qu'on demandait. Donc, comme le CHU, lors de cette audience du Conseil d'État, a fourni des éléments de preuve qu'ils ont fait les commandes. Donc, nous, le 6 avril, nous avons de nouveau écrit au CHU ainsi qu'à l'ARS en copie pour leur demander de nous fournir les documents qui prouvent qu'ils ont bien passé commande, tel qu'il a été dit au niveau du Conseil d'État lors de l'audience. Donc, ce courrier-là, pour demande de documents un peu administratifs, hein, tout simplement, on a exercé ce droit-là. On a écrit le 6 avril. Et ce n'est que nous avons reçu les documents du CHU il y a le 5 mai. D'accord? Le 5 mai, le CHU nous fournit un ensemble de bons de commande. Nous disons qu'ils ont commandé, nous voyons dessus, hein, du Plaquenil, ils ont commandé du Zithromax, 600 comprimés de Zithromax, du Plaquenil, ainsi que les tests rapides de dépistage, de sang, etc., etc. Donc, nous avons à peu près 10 bons en pièces qui nous ont envoyés pour nous dire voilà ce qu'ils ont commandé. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'ils les recevront, mais ils ont amené la preuve de ce qu'ils avaient avancé au niveau du Conseil d'État. Donc, nous attendons parce que pendant qu'ils ont dit au Conseil d'État, effectivement, je rappelle, on a des camarades qui travaillent au CHU. Bien sûr, nous, on savait que rien n'avait été fait en ce sens-là, malgré ce qu'ils avaient dit au Conseil d'État. Mais après, bon, c'est très bien d'avoir reçu la preuve de leur commande et nous attendons de voir réellement sur le terrain si ce sont ces comprimés-là, si les tests sont là et nous verrons bien. Parce que je rappelle que le CHU jusqu'à maintenant ne fait que des tests pour les patients, hospitalisés et que les tests, une bonne partie des tests, attendez, vous allez, donc je poursuis juste les analyses avec les informations que j'ai. S'il y a correction, vous allez le faire. Oui, je vais vous dire. Ça ne me dérange nullement, M. Guyot. Donc, pour ce qui nous concerne, nous savons que pour les tests, le CHU ne fait que les tests pour les patients hospitalisés. Nous savons que certains tests, la méthode qu'ils utilisent donnait beaucoup de faux négatifs. Donc, ils sont en train d'avoir de nouvelles bases hein, pour tester. Ce sera là avec la méthode ELISA, qui est beaucoup plus fiable. Mais pour l'instant, ils ne sont pas en capacité de l'avoir là pour l'instant. C'est ce que nous avons comme information concernant les tests. Ils faisaient des tests par ce qu'on appelle la méthode savonnette. Donc, il se révèle que ces tests ne sont pas fiables.
C'est pour ça aussi que nous avons interpellé l'ARS sur ça, de nous dire quel est le type de test qu'ils utilisent. Parce que pour faire un parallèle, le test, par exemple, qu'on utilise à l'Institut Pasteur de Guadeloupe n'est pas sur la liste, d'accord? N'est pas sur la liste des tests qui ont été proposés par la liste française. Parce que la liste propose un certain nombre de marques de tests qu'il faut PCR. Et pour prouver ce que l'on dit, les tests qu'ils utilisent au niveau de l'Institut Pasteur, la marque n'est pas utilisée, n'est pas dans la liste par l'État français. Voilà. Donc, déjà, par rapport à ça, ce petit problème de test, de fiabilité, ça, c'est très important pour nous que vous puissiez éventuellement, vous parlementaires, vérifier cette information. Voilà. Donc, peut-être que ça nous donnera un éclaircissement par rapport à ces tests. Ensuite, on nous a dit hein, qu'ils font les drives. Nous pensions que ces drives, avec les laboratoires privés qui se sont ajoutés, tels que le pôle Biopôle Antilles, plus Synergie Bio pour faire les tests de dépistage, nous pensions que ces deux laboratoires, ce groupe de laboratoires, parce que ce sont des groupes, hein, Biopôle Antilles, ça rassemble un certain nombre de laboratoires privés, et Synergie Bio également rassemble un certain nombre de laboratoires privés. Nous pensions que ces laboratoires, justement, en dehors de faire les prélèvements, et nous pensions qu'ils étaient en capacité de faire les tests les PCR. Il se trouve que non, ils sont chargés uniquement de faire les prélèvements parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore l'automate pour pouvoir faire les tests PCR. Ça ne devrait pas tarder, il semblerait, mais pour l'instant, nous ne sommes pas en capacité, ces laboratoires-là en tout cas, ne sont pas encore en capacité de faire les prélèvements plus les tests PCR. Voilà, ce sont des informations que nous avons. Donc, quand nous savons que dans le plan que l'ARS a publié, la stratégie territoriale de santé à la sortie de confinement, il tablait sur 1500 tests par jour, alors que nous savons qu'il peut y avoir à peu près 600 peut-être tests réalisables hein, par jour. Mais eux, ils tablent sur 1600 tests. Les deux laboratoires qui se sont rajoutés justement, qui ne sont pas encore en capacité de faire les tests, parce que je rappelle, tout le monde fait les prélèvements, mais un seul laboratoire, un seul institut qui fait le diagnostic, ce n'est que l'Institut Pasteur. Même au début de l'épidémie en Guadeloupe, le CHU faisait le prélèvement, ils enlevaient uniquement la partie comme on dit, actif du virus au sein du laboratoire au CHU. Et pour avoir le diagnostic final, ils envoyaient justement, après l'extraction de la virologie, ils envoyaient à l'Institut Pasteur pour confirmer ou non que c'était bien Covid ou pas Covid. Voilà, pour nous dire si le test était positif et le test négatif. Voilà, donc seulement tous les laboratoires qui se sont mis pour le dépistage, ils font le prélèvement, mais c'est l'Institut Pasteur qui réalise le diagnostic final. C'est à ce point que la Guadeloupe est. Donc, comme je vous ai dit, hein, il y a tout un ensemble de procédures que nous avons mis en route, que ce soit par le biais du tribunal, que ce soit nous au niveau de notre organisation par des courriers, en demandant les preuves de cette gestion. Parce qu'à aucun moment, on rappelle, les organisations syndicales n'ont été invitées, ne serait-ce que pour mettre en place le confinement, pour savoir où nous en étions pour le matériel de protection, comment les services allaient s'organiser, etc., etc. Mais donc, pour le déconfinement également, on n'a pas été invité à la table pour savoir, justement, c'est par le biais de la presse, hein, de nos recherches même sur les différents sites que nous avons vus, la stratégie de l'ARS. Et quand, par exemple, pour cette fameuse prime que j'ai entendu les autres, M. Guillot et Nadine, comme je n'ai pas votre nom, vous m'excusez, madame, de vous appeler Nadine. Donc, ils ont évoqué pour dire cette prime, cette fameuse prime de 1 500 €. Donc, on a bien vu que le décret qui est sorti
la Guadeloupe se retrouve dans la zone seulement de primes de 500 € et qu'il a été dit que c'est uniquement le CHU. La liste, c'est le CHU de Guadeloupe. Alors que nous savons très bien que dans cette crise, le CHU, certes, était la première ligne. Le centre hospitalier de Basse-Terre a été la deuxième ligne. Nous avons une unité de COVID au centre hospitalier de Basse-Terre. C'est où je travaille. Je travaille au centre hospitalier de Basse-Terre. Donc, nous avons créé une unité COVID. D'accord? C'est un service d'hospitalisation de semaine qui a été transformé en unité COVID. Nous avons reçu des patients COVID. Les urgences au centre hospitalier de Basse-Terre, dans la partie les lits portes, ont reçu des patients COVID et en fonction de l'évolution de leur état, envoyaient les patients en unité COVID par la suite. Donc, nous avons traité plus d'une vingtaine de patients COVID. De toute manière, nous avons pour preuve, vous prenez tous les communiqués de l'ARS, ça vous disait combien de personnes qui sont en réa au CHU, combien de personnes qui se trouvent en maladie infectieuse au CHU, combien de personnes qui se trouvaient à l'hôpital de Basse-Terre, donc qui sont dans les communiqués. Hein. Donc, pour moi, nous trouvons scandaleux déjà qu'on ait pu oublier le centre hospitalier de Basse-Terre, le centre hospitalier de Marie-Galante également, hein, qui a pris en charge sur l'île de Marie-Galante des patients COVID. Donc, pour nous, ne serait-ce que pour ces soignants-là qui ont eu des patients COVID, qui ne sont même pas comptés dans la prime COVID, ne serait-ce que ça. Mais pour nous, tous les soignants, tous les hôpitaux auraient dû avoir cette fameuse prime, entre guillemets. Mais bien sûr, hein, nous sommes pour qu'il y ait une revalorisation salariale, qu'il n'y ait plus de fermeture de lits, qu'on puisse nous donner les moyens matériels en permanence pour pouvoir soigner notre population. Parce qu'il y a une réalité sanitaire qui est en Guadeloupe, qui n'existe, qui a des similitudes avec tous les départements d'outre-mer, comme on dit, mais qui n'a rien à voir et qu'on sait très bien qu'il s'est encore dégradé depuis l'incendie de 2017. Voilà. Nous avons une crise sanitaire exceptionnelle depuis la fameuse incendie 2017 qu'on n'a pas voulu reconnaître, hein, la Guadeloupe en crise sanitaire exceptionnelle. 3 critiques encore qu'on peut faire vis-à-vis de cela, c'est que l'ARS, on a entendu qu'il y avait un fameux plan blanc élargi. Là aussi, nous avions demandé à l'ARS de nous communiquer ce fameux plan blanc élargi. Donc, quand il y a un plan blanc élargi, normalement, toutes les autorités, l'ARS, le préfet, ainsi que les partenaires sociaux doivent être invités pour savoir quel est le schéma, quelle est la stratégie et comment on va faire en fonction de l'évolution de cette épidémie. Pardon. Donc, là, jusqu'à maintenant, on n'a jamais reçu ce plan blanc élargi. Nous avons, comme je vous l'ai dit, nous n'avons jamais été invités hein, dans l'organisation de la prise en charge pour cette épidémie. Donc, voilà, nous, en tout cas, tout ce que nous pouvons dire. Donc, nous déplorons largement tous ces mensonges hein, qui ont été dits. Parce qu'entre ce qu'ils disaient et ce que nous avons vu sur le terrain, parce qu'il ne faut pas oublier, là aussi, la critique. Premier établissement en charge des patients COVID, il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs personnes de cet établissement qui ont été touchées par le COVID. D'accord? Et aucun dépistage n'a été fait pour l'ensemble du personnel, ne serait-ce que pour le CHU. Vous ne pouvez pas avoir un directeur d'établissement qui est testé positif, la présidente de la CME de cet établissement testée positif, le médecin en charge de la réanimation, le pôle important pour les patients COVID, testé positif, et qu'on ne teste pas l'ensemble du personnel du CHU. Pour nous, c'est un scandale. Pour nous, c'est un scandale. Donc là aussi, il faudra nous rendre des comptes sur ça. Même si, tant mieux que la situation ne s'est pas dégradée, même s'ils disent que grâce au confinement, nous avons eu que 13 décès. Pour nous, 13 décès sur nous. Quand on fait rapport de proportionnalité de la Guadeloupe, nous sommes un des pays de la Caraïbe le plus touché
si nous faisons en termes de proportionnalité. En termes de létalité, vous savez très bien que la Guadeloupe, la France aussi, en termes de létalité, se retrouve 4e pays en taux de létalité. Derrière le Nicaragua, les États-Unis, le Nicaragua, vous savez que la France se retrouve le 4e pays en taux de létalité. Donc la Guadeloupe, en taux de létalité par rapport aux pays de la Caraïbe, nous aussi, nous avons un taux très élevé par rapport à ces pays-là. Donc, imaginez-vous bien, comme M. Guillot l'a dit, M. Guillot l'a souligné, que beaucoup de patients qui sont décédés, c'était des comorbidités, ils ont parlé, plus que des patients de COVID. Mais comme il n'y a pas eu de différence entre les patients, le nombre de patients, justement, ça aussi, nous avons demandé de savoir combien de patients réellement que c'est le COVID qui a entraîné leur décès. Combien c'est parce qu'en termes de comorbidité, le COVID est venu aggraver justement les autres pathologies qu'ils avaient et ça a entraîné leur décès. Nous demandons tous ces éléments parce qu'il n'y a pas eu de suivi épidémiologique sincère, en tout cas sur notre département. Nous n'avons pas eu de suivi épidémiologique. Jusqu'à maintenant, nous ne savons pas le nombre de personnes réelles que la médecine de ville a pris en charge et qui avaient beaucoup de signes évocateurs du COVID. Nous ne savons pas. Nous savons dans les études, dans ce qu'a publié Santé publique France pour notre région, ils évoquent justement dans leur point de situation régionale numéro 3 qu'il y a environ à peu près 2000 à 3000 personnes qui ont eu les signes évocateurs du COVID. Mais comme il n'y avait pas de test, personne n'a été testé, uniquement les patients qui ont été hospitalisés qui ont été testés. Voilà à peu près par rapport aux chiffres qu'ils ont donnés. C'est pour ça que nous avons dit qu'il nous faut justement tester notre population. Le confinement, justement, permettait de pouvoir faire des tirs groupés, en quelque sorte, pour pouvoir les tester, et de manière à ce que lorsqu'on arrive au déconfinement, pouvoir mettre une stratégie en place et de réellement de pouvoir suivre et savoir est-ce que le virus circule et à quel niveau que cela circule dans notre département. Nous ne pouvons pas accepter qu'un petit département comme le nôtre, qu'on ne puisse pas au moins pouvoir réaliser rapidement, connaissant la situation sanitaire, comme je vous ai dit, rapidement pour savoir à quel niveau nous sommes et quels sont les risques encourus, compte tenu que nous sommes le 2e département en matière de pathologie chronique. Nous sommes la 2e région de France en maladie chronique. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'on le fasse n'importe quoi, encore une fois, avec notre population. Je m'arrête là parce que j'ai parlé longuement. Vous m'excusez du temps que j'ai pris. Mais pour nous, je vous ai donné tout le déroulement que nous avons fait et que nous continuons à faire jusqu'à ce qu'on puisse vraiment avoir des données chiffrées, réelles, qui correspondent à la réalité, encore une fois, de nos établissements. Parce que c'est important pour nous, par la suite, comme M. Guillot l'a dit, c'est le moment plus que jamais de commencer à tirer des leçons, en tout cas, de cette crise-là, pour que l'on ne puisse pas faire n'importe quoi lors de la mise en place de ce fameux GHT qu'on nous avait promis, parce qu'on ne sait pas, avec ce qui va arriver par la suite, les difficultés économiques, parce que ce qui encore plombe tous les établissements de Guadeloupe, c'est une dette monumentale que les établissements de Guadeloupe ont. Cette dette monumentale où on avait demandé que toutes ces dettes-là soient annulées et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas l'annulation de cette dette pour les établissements, pour l'ensemble des établissements de Guadeloupe. Nous ne l'avons pas. Donc, les difficultés qui s'annoncent économiquement pour s'approvisionner en matériel, en médicaments, nous sommes très inquiets concernant l'avenir de nos établissements. Voilà. Merci. Du coup, effectivement, vous avez brossé à peu près tous les aspects. Je vais laisser la parole à M. Guillot. Justement, si vous voulez compléter. Et aussi, je voulais avoir des éléments sur la situation du CHU actuellement, puisque à ma connaissance, en fait, la remise à niveau depuis l'incendie
les réparations sont toujours en cours, en tout cas dans un certain nombre de secteurs. Donc, est-ce que vous pourriez aussi nous donner un peu d'éléments là-dessus, sur la situation sanitaire actuellement, en fait, l'infrastructure et les moyens dont vous disposez, pas simplement sur la question du Covid, mais effectivement sur le traitement en fait, des autres pathologies, l'accueil de l'ensemble des patients sur d'autres sujets également. Oui, alors par rapport à la reconstruction du CHU depuis l'incendie, en fait, tout n'est pas terminé, hein, c'était en cours, donc il y a eu un arrêt justement. Le point positif, c'est qu'ils ont ouvert les urgences. Voilà, mais autrement, à part ça, les urgences, le reste, si, ils ont transformé le self au cas où pour une seconde salle de réanimation s'il y avait besoin. Mais pour le reste des travaux, c'est pas terminé. Donc, on était toujours en période de crise puisque on n'est pas revenu au même point qu'on était auparavant, avant l'accident. Ça, c'est pas vrai. Deuxième chose, j'ai une chose à rebondir aussi, c'est sur le plan blanc. Le plan blanc, c'est bien, mais le plan blanc, c'était un plan qui a été monté pour, comment je veux dire, pour les catastrophes qui sont ponctuelles et un avion qui s'écrase, des choses comme ça, mais pas sur une pandémie aussi longue. Et on n'a pas de plan qui existe pour prendre en charge un Covid-19, ça n'existait pas. Donc, c'est ça qu'il va falloir qu'ils travaillent là-dessus parce que c'est du jamais vu. Autant de personnes qui arrivent aux urgences d'un seul coup, ça ne s'est jamais produit. Et ce plan blanc, pour moi, il ne sert à rien parce qu'il ne correspond pas du tout aux besoins qu'ont eu les hôpitaux et qui, voilà, quoi. Donc, ça, c'est un point. Un autre point, c'est sur l'avion. On a remarqué une chose aussi, c'est qu'au niveau économique, les prix ont augmenté en Guadeloupe. Et ça, c'est pas normal. On est confiné, en plus, on augmente les prix. Il y a des gens qui ont quand même des situations économiques difficiles. En plus, on augmente les prix. C'est pas normal. On aurait dû arrêter. Il fallait arrêter d'augmenter les prix pendant le confinement. Il fallait que le gouvernement prenne une décision là-dessus. Et ça, c'est pas fait. Au contraire, alors, ils ont augmenté et à mon avis, ils vont pas rebaisser les prix. Donc, ce qui est pas normal. Donc, économiquement, la Guadeloupe a encore pris un autre coup. Troisième chose que je voulais dire, il parle aussi de la réévaluation des salaires, mais il ne parle que des infirmières. Dans la prise en charge d'un malade, ce n'est pas qu'une infirmière, c'est tout le monde. Ça veut dire que c'est la secrétaire, c'est l'infirmière, c'est l'aide-soignant, c'est le manipulateur, c'est le brancardier, c'est le médecin, c'est toute une chaîne. Et on ne peut pas toujours exposer les infirmières. Il n'y a pas que des infirmières dans les hôpitaux. C'est une pyramide. Il y a le directeur et puis en bas, vous avez tout le monde. C'est un grain de sable. Hein. Vous enlevez le grain de sable, tout s'écroule. Et ben, là, il faut qu'ils revalorisent tout le monde. C'est pas voilà, quoi, une seule profession. On parle que des infirmières. Je trouve que c'est pas normal. Voilà. Je crois que Nadine avait quelque chose à rajouter. Je vais compléter les dires de mes collègues. Effectivement, le plan blanc n'est pas adapté, mais en plus, ça a donné vraiment les pleins pouvoirs au directeur. OK, la direction générale du CHU, pour notre part, nous a organisé des conférences téléphoniques. Établir le son. Je disais donc, pour compléter les dires de mes collègues, effectivement, le plan blanc n'est pas adapté et en plus, il a donné les pleins pouvoirs au directeur. Nous, au CHU, la direction donnait une conférence téléphonique avec le secrétaire général de chaque syndicat, chaque vendredi. Et ça s'est stoppé depuis le déconfinement. Mais ces conférences, c'était de l'information. Et il nous disait, ah mais vous êtes informés. Si on posait des questions du genre, mais combien d'agents ont été testés et atteints par le Covid? Alors les chiffres qui datent de la semaine dernière, donc visiblement un peu vagues, étaient de 14. Il y aurait eu 14 agents à minima d'atteints. Mais c'était, j'ai pas les chiffres cette semaine. Enfin, ça paraissait un petit peu léger, c'était parfois gênant. Et il nous a informé, le directeur général, du montant des aides qui ont été apportées par la population, par les entreprises, etc. Ces aides qui peuvent être financières, mais aussi alimentaires. Il y a eu beaucoup de dons, des dons de masques, mais des dons alimentaires également, vraiment divers dons. Ça, c'est vraiment un point positif. Ça a fait beaucoup de bien au personnel. Mais je dirais que c'est aussi un point très négatif. C'est pas
aux footballeurs de donner de l'argent pour le CHU. Ce n'est pas à l'entreprise locale de donner de l'argent au CHU. C'est à l'État d'aider les établissements hospitaliers. Ce n'est pas à la population de nous aider. Évidemment que ça a fait du bien. Mais d'ailleurs, on ne sait même pas comment va être fléché cet argent. Mais il y a eu des sommes qui ont été octroyées, qui ont été données, et ça, forcément, ça va nous aider. Et pour donc compléter ce qui avait été dit sur les tests au personnel, effectivement, il y a des tests pour le personnel du CHU, mais qui est ouvert aussi pour les pompiers, la police, tous ces personnels d'urgence, on va dire. Mais effectivement, ce sont des tests dont 30% se relèvent des faux négatifs. Donc du coup, on ne sait même pas s'il y a eu quelle quantité de personnel se sont fait tester. Et je sais que moi, j'ai fait de la publicité auprès de mes amis policiers et pompiers qui n'étaient même pas au courant. Donc en termes de communication, voilà, on n'est pas encore bon sur la Guadeloupe. Et ça, mais c'est au niveau national. Hein. C'est vrai que les communications de ministres ou de présidents à la télé, on les a écoutées. Mais derrière, il y avait tellement d'infos, d'intox, et puis des décisions qui ne s'appliquaient même pas sur notre archipel. Donc du coup, ça a créé des flottements, des inquiétudes qui ne sont pas négligeables. Mais moi, j'insiste vraiment sur la réouverture des services publics. Hein. Il faut vraiment que les mairies, les impôts, je ne vois pas pourquoi, à compter du 11 mai, les impôts ne peuvent pas répondre à nos demandes. On est bloqué sur des tas de projets. La vie, elle continue malgré le virus. Il faut savoir qu'on a quand même plus de cas de dengue, qui est une grippe, hein, que de Covid-19 en Guadeloupe, et on continue à vivre avec. Donc, il va bien falloir vivre avec le Covid-19, et il faut que les services publics soient ouverts. Ça continue vraiment la continuité de la vie du Guadeloupéen, la vie du soignant et la vie du CHU. Si je peux rajouter également, hein, quand on, justement, sur les chiffres, ne pas savoir justement combien de personnels soignants qui ont été atteints par la pathologie, étant donné que le CHU avait été déclaré cluster. Donc ça, c'est pas possible d'entendre ça. Ensuite, qu'on nous dise que l'ancienne urgence a été ouverte, ça pour nous, c'est complètement aberrant. Parce que je rappelle que c'est justement les urgences, la solidité du bâti qui est remis en question depuis l'incendie, le rapport OSS qui a été mis et qui nous dit que certaines parties du mur des urgences sont désolidarisées comme on dit, de la structure centrale, et qu'on puisse entendre que les urgences ont été réouvertes, hein, parce que ces messieurs de la direction du CHU et de l'ARS, ils ont profité de la crise Covid, hein, pour pouvoir nous imposer des travaux, des réouvertures de secteurs pour lesquels on avait dit qu'on le condamnait, notamment ouvrir la tour nord, où l'ARS est écrit dans un courrier que la tour nord, il n'est pas question de réouverture du tout. Donc, ils prévoyaient que si effectivement il y avait une évolution trop rapide, d'ouvrir cette fameuse tour noire qui n'a ni conditions d'aération, pas de clim, pas de renouvellement d'air, etc. Donc, est-ce que là aussi, c'est un scandale? Comment pouvez-vous envisager de faire de telles choses alors que sur le rapport, on nous dit que c'est un danger, non seulement pour cette fameuse amiante, hein, non seulement c'est un danger parce que la ventilation, l'aération, le renouvellement d'air n'est pas possible, parce que c'est pas encore, on n'a eu aucun travaux sur ces éléments-là, ça. Qu'on entende que les urgences, ils ont réintégré les urgences, pour nous, c'est complètement, on est en train de marcher sur la tête dans ce CHU-là. Vraiment, il faut qu'on se penche sur cette situation-là et qu'on ne peut pas faire l'ignorance d'un rapport qui dit le contraire et qu'ils prennent des décisions contraires à ce rapport-là. Là aussi, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous continuerons à prendre nos responsabilités par rapport à ça. Nous n'acceptons pas qu'on ait pu faire réintégrer cette urgence-là alors qu'il y a un rapport qui dit
que la solidité du bâti est très, très, très importante et qu'on ne peut pas se fier à ça. Nous rappelons que nous sommes une région sismique. Il suffit d'un séisme de l'ordre de 4,5 à peu près. Ce bâti-là, ça peut se retrouver, peut s'écrouler à n'importe quel moment. Donc, nous n'acceptons pas qu'on nous ait fait retourner dans les urgences en ayant ce rapport-là qui traîne, que personne ne fait semblant de ne pas s'occuper, qu'il y ait ce rapport-là, et qu'on continue encore à nous imposer tout et n'importe quoi. Et ils le font sans les organisations syndicales, sans passer par les instances, sans se préoccuper des interpellations que fait le CHSCT. C'est tout le temps, depuis l'incendie de 2017, nous sommes confrontés au déni carrément des organisations syndicales, des instances au niveau du CHU. Nous disons, le CHSCT demande, nous avons fait des enquêtes, nous avons un rapport concernant l'état psychologique du personnel de l'ensemble de l'hôpital du CHU. Jusqu'à maintenant, personne n'a tenu compte de cet état psychologique. La crise sanitaire, encore Covid, pour tout ce qu'il y a eu, parce qu'au début de cette crise, comme on dit, n'ayant pas de matériel, n'ayant pas de protection, en ayant entendu que la direction du CHU atteint par le Covid, le personnel a développé du stress qui a été rajouté sur le stress depuis l'incendie qu'ils connaissent. Donc, il n'y a pas eu de suivi psychologique. Il a fallu qu'on insiste pour qu'ils puissent mettre enfin cette fameuse CUMP, hein, la CUM, qui a été mise après par l'ARS. En matière de communication, nous avons une population qui parle le créole. C'est suite à nos insistances, je dis bien, l'organisation syndicale, notre centrale, nous avons insisté pour qu'il y ait une communication avec la langue que parlent la plupart de nos personnes âgées. Parce que les personnes âgées sont vraiment des populations vulnérables. Donc, si vous leur parlez dans une langue qu'il y a une partie qui comprenne, mais il y a d'autres parties qui parlent majoritairement le créole. Donc, si vous ne leur parlez pas dans la langue qu'ils comprennent le mieux, comment voulez-vous, en leur disant de rester chez eux et qu'ils n'arrivent même pas à comprendre les consignes de mesures, de barrières que vous leur donnez avec la langue qu'ils comprennent le mieux, comment voulez-vous que les gens puissent aborder avec une certaine sérénité cette crise? Voilà ce qu'on a dû reprocher et puis finalement, on a quand même été entendu et on a vu apparaître quand même sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne principale des médias, la Guadeloupe la première, justement un journal en créole pour dire quel est le nombre de personnes qui étaient atteintes par la maladie et quelles sont les mesures barrières. Nous avons entendu enfin, finalement, une communication avec une langue appropriée pour que tout le monde puisse comprendre quelles étaient les mesures barrières et quelle protection un minimum de protection qu'il fallait faire pour éviter qu'il y ait plus de monde contaminé. Voilà. Donc ça, c'était important parce qu'on est, comme on dit, hein, on ne peut pas gérer une crise sans tenir compte de la réalité et du terrain et d'avoir tout simplement du bon sens. Pour nous, c'est ça. Voilà. Merci. Vous avez vraiment tous et toutes brossé un portrait assez complet. J'ai noté l'insistance sur la nécessité d'impliquer les agents, leurs représentants, les organisations syndicales, l'alerte sur la question des prix, de l'augmentation des prix pour la population, la demande de revalorisation pour l'ensemble des personnels et pas simplement une prime à certaines catégories, prime pour tout le monde, mais surtout revalorisation. La question de l'eau aussi, je crois que M. Billot, au début, vous en parliez, l'accès à l'eau. Je crois que, je ne sais pas s'il y avait d'autres points, et donc le problème de l'état du CHU qui reste en chantier, et donc les infrastructures ne sont pas en état, en fait, y compris s'il y a une deuxième vague,
plus importante. Voilà, et donc les tests aussi, la question des tests, qui semble aussi être un enjeu. Je ne sais pas si vous aviez d'autres points ou des éléments de conclusion, de perspective, Oui, ou d'autres revendications que vous vouliez ajouter. Oui. Retenir un chiffre, c'est que 25%. Bon, Attendez. donc, un chiffre à retenir, c'est que au lendemain du CHU, hein, et on est toujours dans la même situation, 25% de l'activité du CHU se fait hors des murs du CHU, à cause de l'état de notre bâtiment. Donc, il crée parce qu'on est opéré à un endroit, on est visité à un autre, donc il y a des transferts d'ambulances qui se font. Enfin, c'est plutôt compliqué. On facilite pas les choses. De toute façon, il y a... Depuis des années. L'incendie les a accentués. On est arrivé au Covid, on ne parle que du Covid, mais on a toujours les problèmes. Hein. Les carences, elles existent et elles demeurent. Donc, tant qu'ils ne mettront pas les moyens pour qu'on ait un outil qui soit normal, hein, pour travailler, parce que je parle de normal, hein, c'est la normalité. Des fois, c'est compliqué de travailler dans un service. Il manque soit des draps, il manque toujours quelque chose. C'est jamais un approvisionnement qui est normal, quoi. On est toujours sur la sellette où il manque du papier. On ne travaille pas dans les conditions normales d'exercice d'un soignant qui devrait travailler. Et moi, je peux faire la comparaison parce que j'ai travaillé en métropole dans un autre CHU pendant 20 ans. Je vois la différence entre ce que j'ai connu et quand je suis arrivé ici en Guadeloupe, quoi. C'est une différence, c'est incroyable. Aussi bien dans l'outil qui est pas performant, puis je ne sais pas ce qui se passe, mais et en plus administrativement, il y a des complications. C'est pas limpide, quoi. C'est pas réactif, c'est incroyable, quoi. On a l'impression que c'est gangréné, mais depuis des années et qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. Voilà, moi, ça c'est mon sentiment. Pour terminer sur ça, bon, vous étiez en train de reprendre les points qui vous semblent importants. Comme je vous ai dit, il n'est pas question d'oublier Marie Galante qui a géré le COVID. Il n'est pas question d'oublier le centre hospitalier de Basse-Terre qui a géré le COVID. Et le centre hospitalier, l'ARS nous a imposé de garder l'unité qu'on a transformée en unité COVID au cas où il y aurait cette fameuse deuxième vague. Donc, qu'on puisse nous dire qui va payer justement le matériel en surplus, étant donné que même la prime n'est pas donnée au centre hospitalier de Basse-Terre. Donc, ça veut dire aussi que cet hôpital-là ne sera pas pris en charge pour le surplus de dépenses qu'ils ont eu pour avoir du matériel en quantité. D'accord? Donc, on aimerait bien savoir financièrement qu'est-ce que ça va donner par rapport à ces patients COVID, étant donné qu'on n'est pas du tout, peut-être qu'on n'est pas dans la prime pour les soignants, mais qu'en est-il aussi financièrement de ce qu'on va donner à cet hôpital-là? Qu'est-ce qu'on va donner à Marie Galante aussi par rapport aux dépenses qu'ils ont dû faire et qu'ils doivent maintenir en attendant d'avoir un délai pour refermer ces services-là et reprendre l'activité qui était faite dans les services qui ont été changés en unité COVID. Donc, il faudrait qu'on nous dise par rapport à ces activités qui manquent dans l'établissement, parce que je rappelle que c'est à partir d'aujourd'hui que Basse-Terre reprend un peu ses activités au niveau du bloc opératoire, parce qu'au bloc opératoire aussi, on avait quelques lits de réa qu'on avait ajoutés. Donc là, Basse-Terre commence à reprendre son activité chirurgicale aujourd'hui, lundi. Donc, on aimerait bien savoir qui a payé réellement toutes ces dépenses. Et en attendant que ces services-là restent en ligne au cas où il y aurait encore à nouveau des patients COVID à prendre en charge, qui paient toute la différence de matériel qu'il a fallu avoir. Ça, c'est une question aussi, parce que bien souvent, on écrit à l'ARS hein, sur tout ça, mais qu'on reste sans réponse par rapport à nos interrogations. Voilà.
Donc le texte sur la prime là est bien sorti, mais il n'évoque pas du tout les heures supplémentaires. Donc quid des heures supplémentaires qui représentent un coût énorme, puisqu'évidemment on a eu des agents absents, puisqu'il y a quand même une partie des agents qui ne pouvaient pas travailler de par leur situation familiale, de par leur situation médicale. Donc du coup, heures supplémentaires aussi du fait de la pandémie. Et ce texte ne l'évoque pas du tout, du tout. Il était question d'une majoration à 50%, mais le texte ne le prévoit pas. Donc là, je vous dis, petite frustration. Merci pour les alertes, parce que ça va servir à notre travail sur le rapport, mais aussi pour des questions qu'on pourra adresser directement au ministre de la Santé ou à la ministre des Outre-mer, des questions écrites aussi qu'on peut faire. Donc, on relaiera ça et on vous tiendra au courant donc, de la sortie du rapport. Comme je le disais, comme ça s'est écrit là dans les derniers jours, on a essayé d'intégrer les éléments qu'on avait déjà. Donc, il n'y aura pas l'ensemble de ce qu'on a discuté là, mais dans tous les cas, on fera des interpellations directement pour avoir des éléments de réponse à ce que vous avez porté là de manière assez précise. C'est bien parce que c'est des exemples en plus très précis et des demandes assez précises sur la situation. Du coup, on vous tient au courant dès que le rapport est sorti, dès que la vidéo est en ligne. Merci de votre disponibilité, de votre engagement. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion, comme je vous l'ai dit, on travaille avec Jean-Hugues Ratenon au niveau de la délégation Outre-mer. On avait interpellé la délégation pour qu'elle puisse aussi auditionner, puisqu'il y a une série d'auditions qui sont organisées par la délégation dans son ensemble. Et on leur avait demandé d'auditionner aussi les associations professionnelles et syndicats de salariés. Ça a été suivi par d'autres collègues. Donc, la délégation fera, j'espère, rapidement signe et interpellera différentes syndicats et associations, j'espère très largement. Et dans tous les cas, on les relancera aussi, parce qu'on pense que c'est important que les salariés, les travailleurs soient aussi entendus et qu'il n'y ait pas juste l'association des entreprises ou des chambres des métiers comme on va auditionner là. Voilà, écoutez, merci à vous. Et puis on reste en contact, si vous voulez bien, pour les suites sur la question de la crise, mais aussi sur le travail parlementaire autour de la Guadeloupe, des Antilles et des Outre-mer. Bonne journée, bonne fin de journée, et puis à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.